Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est dans une boulangerie. Oui, une boulangerie, ça paraît un peu saugrenu pour parler d'IA. Ben, figurez-vous que je suis avec Christophe Chaumier. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de m'avoir reçu dans ta boulangerie. Alors, on s'est fait dans une conférence, t'expliquer que tu as installé de l'IA de la boulangerie. On va revenir en détail. Donc, pour vous qui nous écoutez, en fait, c'est une application concrète de l'IA qui n'est pas un effet waouh comme tout le monde peut essayer de le vendre dans tous les domaines de l'IA, mais vraiment une application concrète. J'ai un problème, j'utilise une solution logicielle avec de l'IA pour améliorer mes process, pour réduire mes pertes. Il va nous expliquer tout ça. J'ai pensé que c'était important pour vous de voir des applications concrètes. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant. Christophe, donc je suis avec Christophe Chaumier, et donc il est le patron, le propriétaire de cette boulangerie Ange. Donc, c'est une franchise et il fait du pain artisanal. Je vais vous mettre un petit peu après. On a fait le tour de la boulangerie, je vous montrerai ça après. Mais d'abord, on va déjà commencer dans l'IA parce que c'est ce que vous attendez. Déjà, explique-nous comment tu es arrivé ici, d'où tu viens, qui tu es. D'accord, enchanté. Donc moi, je suis un ex de l'industrie. J'ai passé 20 ans dans les métiers du commerce international dans l'industrie. Moi, je travaillais dans des groupes comme Mars Fishcare et Maped. J'ai passé 15 ans. Donc voilà, je suis passé de responsable commercial export et j'ai terminé directeur commercial en Angleterre pendant 4 ans et au niveau du groupe sur les 5 dernières années. D'accord. Voilà, Et après, tu as eu envie de quitter tout ça pour. j'avais fait 20 ans. C'était un métier passion. Vraiment, vraiment passion. Dimanche soir, j'étais content d'aller au travail le lundi. La fin des vacances, j'étais content de reprendre, et j'en avais bien profité, enfin profité, hein. J'ai beaucoup, je me suis beaucoup enrichi, j'ai beaucoup aimé et à un moment donné arrive où, on arrive à la mi-vie et on se dit qu'on a pris ce qu'on avait à Tu apprendre. quel âge alors? J'ai 48 ans, donc à 45 ans, pardon, 43 ans. Donc à 43 ans, heu, voilà, on commence à se questionner un petit peu et on se dit: «Voilà, je pense avoir apporté ce que j'avais à apporter». Et je pense avoir pris ce que j'avais à apprendre. Les voyages avaient moins de saveur, les interactions aussi. Mon apport était moins percutant, moins pertinent et donc il fallait, que je pense à la suite. D'accord. Et la suite, donc, c'était Voilà. d'avoir ta propre entreprise. Et La particularité de mon métier, c'est que j'étais, très assujetti à l'instabilité géopolitique d'accord. et donc la boulangerie du coup, on passe d'un environnement mondial avec, des devises, des guerres, des embargos, finalement à un environnement très local. Où j'ai 450 carrés. Je viens là tous les jours, je prends plus l'avion. Quand je pars à Mettey, qui est le village d'à côté, je suis en déplacement professionnel, voilà et je reviens le soir chez moi. Voilà, donc ça me va bien, c'est un métier authentique, qui nourrit les gens, qui apporte aussi, autre chose que des produits. On apporte de la chaleur. Il y a des personnes qui ne voient que nous la journée D'accord. et donc ça m'allait bien. Et donc, ce dont on va parler maintenant, en fait, c'est que, c'est un métier traditionnel, on va dire, mais c'est toujours possible d'utiliser la technologie pour augmenter les performances. Alors, comment ça t'est venu cette idée d'utiliser l'IA? Ouais. Alors, j'ai ouvert moi en 2021, juste avant la crise des boulangeries. On a dû entendre parler à la télé, crise, sur l'inflation des matières premières, crise sur, l'énergie, crise aussi sur, le coût de la masse salariale qui a beaucoup, augmenté et sur les difficultés de recrutement. Donc tout ça, on a pris ça en quelques mois, hein. C'est-à-dire que la matière première a augmenté de 40 la première année, l'énergie a fait, fois 3 fois 4. Ça a été quand même. Ce que tu disais, c'est que tu es monté à 10 000 € par mois Je suis passé de 2005 à 10 000, fois 4, ouais. redescendu à 5 000 maintenant, mais enfin, C'est pas pas de ça reste quand même costaud. Et donc, pour survivre dans un environnement comme ça, il n'y a pas 36 solutions. Soit on augmente les prix, soit on baisse la qualité ou le grammage des produits, soit on cherche des solutions d'optimisation sans toucher à la qualité et sans augmenter les prix. Donc, c'est le le choix choix que tu as fait. que j'ai fait et quand j'ai fait aussi, hein, il y a Orange quand même derrière, mais on a été, je pense, assez moteur. En tout cas, à notre niveau, on a tiré toutes les cordes qu'on pouvait D'ailleurs, la tirer. franchise, comment elle a réagi, quand tu as voulu mettre de l'IA dans ta. Alors, c'est la franchise, en fait, qui a travaillé là-dessus. Nous, on avançait en parallèle et la franchise nous a apporté une solution. D'accord. Voilà, donc on a pris la solution de la franchise, qui s'appelle Elean. Donc en fait, c'est un outil, à base, d'intelligence artificielle qui va tenir compte, de nos historiques de vente, des événements, qui se produisent autour de notre boulangerie, qui peuvent avoir un impact sur la fréquentation et qui apprend avec le temps et de la météo D'accord, et des pertes. d'accord. Et donc c'est quand tu parles de ça apprend et ça tient compte de l'environnement, ça veut dire que
quelque part, vous avez un flux de données de peut-être des événements qui sont autour, des promotions, des je sais pas ce qu'il peut y avoir, des chantiers et cetera, des qui vont avoir un impact sur la fréquentation. Ouais, alors tout ce qui est promotion, c'est, input, c'est injecté par la franchise, puisque ce sont eux qui descendent des promotions au niveau du réseau. Moi, je parlais des promotions aussi dans le reste, dans l'environnement, Dans l'environnement. si par exemple, tu là, ici, on est au Grand Panier à côté d'Annecy, j'imagine que de temps en temps, il y a des une sorte de promotion globale pour tous les commerces, des périodes spéciales où on a plus de flux ou? Alors je connais pas les détails de l'IA qu'il y a derrière. Je D'après ce que je comprends, en fait, elle va, sourcer, elle va faire référence à des sources locales. Ça peut être le site de l'office du tourisme, du Grand Pépani, enfin, elle va aller prendre, des informations sur des sources et apprendre d'une année sur l'autre en voyant, voilà, par exemple, le 28 mai, il y a eu la mécaventure au Grand Pépani, la boulangerie a fait, plus X % de ventes. Il y a eu, du coup des ruptures, parce qu'elle voit l'heure à laquelle on rupte sur les produits et donc l'an prochain, le jour de la mécaventure, elle le verra venir parce que ce sera annoncé et elle nous proposera, une production adaptée. C'est le logiciel ou c'est la franchise qui fournit les données au logiciel? Je pense que c'est le logiciel qui va chercher de même. D'accord. Comme quand on crée un agent, on lui dit, «Tu es un expert comptable», par exemple, et lui, de fait, va aller chercher, va aller se nourrir sur des sources d'informations, d'expertise comptable. Il va se plugger, il va aller se connecter à tout ce qui peut être lié à l'événementiel autour de chez nous. Parce que, ce que tu m'avais expliqué, c'est que finalement, au départ, vous avez mis ça en place, ça s'est pas passé comme prévu. Oui. Alors effectivement, il y a le papier et puis après il y a le PFH, on a bien fait ça, le putain de facteur humain, c'est l'aléa. Donc la théorie, elle était plutôt, est plutôt costaude, hein, c'est cohérent, c'est logique et donc on a mis ça en place. C'est-à-dire qu'on a basculé notre ancien système manuel à un système, sur base d'IA et D'ailleurs, oui, si tu peux un peu expliquer comment ça se passe concrètement quand tu passes avec cette société-là qui a été recommandée par la franchise et ils viennent chez toi, ils installent un logiciel, ils t'expliquent non, pas comment, non? c'est vraiment très, très agile en fait, c'est comme quand on prend un abonnement, sur ChatGPT par exemple. D'accord. C'est-à-dire on va se connecter, c'est plus humain, enfin C'est un logiciel en ligne, c'est un logiciel en ligne. logiciel en ligne, voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. Mais par contre, il faut que ça soit connecté avec un logiciel de caisse, avec, tous Oui, les c'est connecté à un logiciel de caisse. Alors ça, tout le back office, je ne l'ai pas géré, c'est la franchise qui l'a géré puisque je ne suis pas propriétaire d'un logiciel de caisse. Si j'avais été propriétaire d'un logiciel de caisse, ils avaient une prestation qui permettait de le faire. d'accord. OK, donc ça, c'était relativement automatisé, enfin, en tout cas fait par d'autres et donc toi, tu as juste à un moment donné, tu souscris à un abonnement à son logiciel Oui, et il commence à collecter les données de différentes sources oui. et ensuite il t'aide à mieux gérer ta boulangerie. C'est ça, mieux gérer, ma production, mes pertes et mes ruptures. Alors parlons des pertes alors, c'est énorme en fait Ouais, ce que juste pour, les auditeurs, avant de commencer l'interview, on a fait un petit tour de la boulangerie, je vous mettrai quelques séquences dans la vidéo. On a on a vu qu'en fait, c'est quand même un problème parce qu'il faut, heu, produire suffisamment pour que les clients jusqu'à la fin de la journée puissent, acheter, le produit et puis par contre après, ce n'est pas réutilisable, revendable le lendemain donc il faut, ça a des pertes forcément. c'est ça. Jusqu'à 19h55, le client doit savoir que chez nous, il trouve, ce qu'il a envie pour aller, manger chez lui ou chez ses amis. Mais à 20h, tout ce qu'on n'a pas vendu, on ne peut pas le réutiliser le lendemain. C'est la particularité par rapport à un commerce de textile, par exemple, où ils partent à 20h, le matin, ils reviennent et ils ont les mêmes produits. Ben, nous, le matin, le soir, on nettoie tout et le matin, on reproduit tout. Donc le soir, il faut gérer, les pertes. Donc nous, ça faisait partie du projet aussi d'avoir un projet avec un engagement, social, enfin sociétal, local. Vraiment, c'était une volonté forte de ma part et donc on a passé les accords avec, les Restos du Cœur, les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, les Dons du Sang et la Maraude. Donc en fait, Restos du Cœur et Banque Alimentaire viennent, 1 jour sur 2 toutes les semaines. Donc lundi, l'un, mardi l'autre et cetera et le week-end, c'est Maraude et Dons du Sang. D'accord et donc ça, c'est bien pour le côté social, mais pas bon pour le bilan. Voilà et après on se fait rattraper par la patrouille, comptable qui nous dit: «Attention, il y a des plafonds, donc il y a un avantage fiscal quand même, mais l'avantage fiscal, il est plafonné et dès qu'on dépasse le plafond et bien, c'est des pures pertes pour l'entreprise». On a des moyens, hein, on peut faire des Too Good To Go qu'on vend. On en fait quelques-uns, mais c'est pas, nous on reste sur nos engagements.
indépendamment de la fiscalité. Donc, on est à peu près 2 fois au-dessus du plafond fiscal aujourd'hui, fixé. Donc c'est un vrai engagement. Donc ça justifie aussi que tu investis dans l'IA pour réduire ces pertes. Ouais. Voilà. Et donc, est-ce que tu pourrais nous partager quelques chiffres sur, ce que tu perdais avant, ce que tu perds après? On a à peu près gagné 20 à 25. C'est une moyenne générale parce qu'il y a des jours moins, les jours plus, hein. 25 de pertes en moins. Voilà, 25, on a réduit nos pertes de 20 à 25. Donc on reste encore au-dessus des plafonds. Les associations restent, tout à fait contentes, de notre partenariat, mais nous, ça reste quand même plus économiquement plus raisonnable. Et tu penses que ça peut encore, s'optimiser ou c'est je t'es arrivé à un stade Ça sera dur, d'aller, au-delà. d'accord, Peut-être qu'on y arrivera, mais je pense, ou alors il faudra faire d'autres sacrifices, c'est-à-dire peut-être avoir moins de produits le soir, voilà. d'accord, je comprends. Et donc, en fait, ce que tu expliquais, c'est que au départ, tu as mis en place cette machine intelligente qui a, on va dire, réalisé toutes les prévisions, les approvisionnements, le lancement des productions, adaptées Mmh. et ça n'a pas marché comme prévu. Non, ça n'a pas marché comme prévu, on s'est fait avoir. En fait, on a mis ça en place, on a pensé que la machine gérerait tout. La machine a géré des choses, mais il y a quand même une notion de relance dans la journée. C'est-à-dire que la journée doit faire des relances selon, comment la journée se passe. Et en fait, on a dépouillé, nos équipes de leur savoir-faire et on les a rendus exécutants. C'est-à-dire, on leur a dit: «Bah, maintenant, on leur a pas dit ça comme ça, mais globalement, il y a un outil qui va, nous dire ce qu'on produit». Alors qu'avant, c'était nous qui évaluions au nez comment, ce qu'on allait produire. Voilà. Et donc, l'instinct, le savoir-faire, le métier, et bien, du jour au lendemain, a été remplacé par l'IA. Mais il a pas été vraiment c'était quand même les mêmes employés. Ils n'avaient pas perdu le savoir-faire, c'est juste qu'ils ne l'utilisaient plus. Voilà. Ils Donc étaient devenus un peu fainéants, en fait, quelque part. ouais, on a atrophié, en fait, on a atrophié le savoir-faire assez et vite, très vite, ça très, très vite. Ça va à une vitesse absolument incroyable, comme ce qui peut arriver à nos jeunes avec, ChatGPT, ils font plus leurs devoirs, ils demandent à ChatGPT. C'est un peu la paresse du cerveau. Pareil du cerveau. Voilà, pas ça, la fameuse, hein. Et donc, ils se sont mis en mode économie aussi et ils en sont remis à l'intelligence artificielle, si bien que dès lors qu'il y avait un aléa, bon, on ne savait plus gérer. OK, donc toi, tu as appelé ça le PFH? Bah, le PFH, que je n'ai pas inventé, hein, mais on retrouve beaucoup dans notre métier. Il y a beaucoup de coulisses et Donc PFH, c'est le putain de facteur. putain de facteur humain, voilà, c'est donc le putain de facteur humain, je l'ai pas inventé, mais on le retrouve beaucoup dans nos coulisses et c'est vrai que sur le papier, une boulangerie, il y a l'emplacement, il y a les recettes, il y a les machines, il y a l'IA, et tout marche bien. Sauf qu'on met de l'humain dedans et bien, en fonction des personnes, en fonction des jours, de l'humeur, voilà, de l'attention et bien, chaque jour est différent. D'accord. Et donc qu'est-ce que ça te t'inspire par rapport à l'impact de l'IA, sur l'emploi et sur, le fonctionnement des entreprises? Parce que derrière, on voit que, bah, l'IA avec l'IA, c'est mieux, mais sans les humains, c'est moins bien. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, au départ, l'idée, quand j'ai dit: «On va passer avec de l'IA», au début, on dit: «Ah chouette». Puis quand on a commencé à mettre en place, il y a eu de la résistance. C'est-à-dire qu'ils disaient: «Oui, mais nous, du coup, comment on va gérer?» Ça leur faisait changer leur fonction, leur mode opératoire. Donc résistance. Ils ont Heu, peur d'être, Ils n'ont licenciés? pas eu peur. Non? Alors chez nous, ils n'ont pas eu peur. C'est juste que ça changeait leurs habitudes. Donc il y a une conduite du changement à faire. On a conduit le changement, on s'est aperçu qu'on était allé trop loin. Du coup, on est revenu en arrière, c'est-à-dire qu'on a gardé la prédiction de l'IA, on est sur une IA prédictive. On a gardé la prédiction, mais par contre, on s'est gardé la main. C'est-à-dire qu'ils devaient, eux, valider la prédiction ou contredire la prédiction, là où ils estimaient que c'était, et on leur demande de le contredire. On leur demande de valider, de contredire. C'est-à-dire qu'on vérifie que sur une production du jour, la production qu'on fait n'est pas exactement celle, proposée par l'IA. D'accord. De sorte à ce qu'ils gardent, ces réflexes d'intelligence humaine. Ça leur donne aussi une responsabilité parce qu'ils ne peuvent pas s'appuyer, en cas d'erreur sur la machine. On continue à responsabiliser, sur tous les sens du terme, sur le métier et puis sur c'est sur eux qui rendent compte et pas la machine. D'accord. Et alors, comment tu penses que ce que tu as fait est applicable à d'autres entreprises? Déjà, les boulangeries, est-ce qu'il y a beaucoup de boulangeries qui utilisent ce type de technologie aujourd'hui ou est-ce que c'est comme relativement nouveau? Chez Orange, il y a une partie, je pense, c'est une minorité du réseau qui a basculé, mais c'est en déploiement. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de boulangers, en tout cas à ma connaissance, qui utilisent ça. Je me trompe peut-être. C'est vrai que c'est un métier où on s'attend pas forcément à ça. Pourtant, c'est très concret, c'est très simple. Ouais. Heu
C'est à la portée de tous. Il suffit d'avoir un conseil, ou d'être mis en relation, en fait, voilà. À côté de mon activité de boulangerie, j'ai aussi un organisme de formation, et c'est un management, et donc on accompagne les entreprises, sur tout ce qui est encadrement et stratégie RH, et on voit, l'arrivée, de l'intelligence artificielle très rapide. C'est d'une fulgurance absolument inouïe, et avec, des pans entiers, qui sont remis en question, des pans entiers d'activités qui sont remis en question. Tout ce qui est rédaction, dans les entreprises et communication, tout ce qui est, création de visuels simples, c'est en train de bouleverser, c'est pas la neige qui fond au soleil, c'est la banquise, c'est des blocs entiers de banquise qui tombent de haut, quoi. Ouais, ouais. Mais en même temps, on se rend compte que l'IA toute seule, en fait, ça fonctionne pas si bien que ça. Il faut quand même, que les humains, la pilotent. Ouais, ouais, il y a toujours, et c'est ce qu'on observe. Alors, dans la boulangerie, on a la preuve, on l'a vécu, et dans notre activité de formation, ce qu'on observe, c'est qu'ils enlèvent pas un poste, pour remplacer par l'IA. Ils enlèvent un poste et ils distillent, ils rebrassent les cartes, ils redistribuent les cartes, et ils remettent, comment et ils changent la mission des personnes en poste qui vont intégrer une partie, de ce que faisaient leurs collègues, mais accompagné de l'IA. Donc l'IA va être plutôt comme un assistant, Oui. qui va leur permettre de produire. Bah, c'est ce que disait, dans ma dernière interview avec, Luc Julia, qui est le créateur de Siri, sur l'iPhone. D'accord, ouais. Et donc, lui, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, l'IA, elle va remplacer, en fait, des tâches, mais elle va pas remplacer des métiers. C'est-à-dire, il reste des métiers, mais c'est juste qu'une partie des tâches d'un métier sont remplacées, et donc, on utilise la machine parce que ça marche mieux, et après il reste les autres tâches du même métier. Ouais. Ouais, c'est pas, ouais, je crois que c'était Sam Altman qui disait ça, ou peut-être, quelqu'un d'autre, mais c'est pas l'IA qui va remplacer, les gens, c'est ceux qui savent se servir de l'IA qui vont remplacer ceux qui ne s'en servent pas. Voilà. Voilà. Oui, oui, bien sûr, ouais. Et donc, qu'est-ce que tu proposerais aux entreprises? Quel conseil tu donnerais aux entreprises qui se trouvent, face à des besoins d'optimisation, qui voudraient utiliser l'IA et qui ne savent pas à qui s'adresser? Alors déjà, même en amont de ça, une entreprise qui est face à un besoin d'optimisation, c'est déjà trop tard à mon sens. C'est-à-dire que, on n'est plus dans la même ère qu'on était il y a 3 ans. Les temps ont changé, et les besoins d'optimisation tels qu'on les ressent aujourd'hui sont basés sur l'ancien monde. Oui. Et aujourd'hui, pour avoir un besoin d'optimisation, c'est-à-dire qu'on a détecté qu'on n'était pas à un niveau. Or, avec l'IA, on ne sait pas à quel niveau on pourrait être. Mmh. Donc on ne peut pas détecter qu'on n'est pas au niveau. Donc on ne détecte pas le besoin. Donc je pense, et bon, je dis pas ça parce que tu m'as dit ça tout à l'heure, mais vraiment, quand on fait une intervention, à chaque fois, pour ça je t'ai demandé, je pourrais te faire des choses autrement, quoi. Mais je pense vraiment, que toutes les entreprises, qu'elles soient sur des secteurs, qu'elles soient sur des secteurs un petit peu improbables comme la boulangerie, où on ne s'y Mmh. attend pas, ou des secteurs beaucoup plus exposés comme, la communication, le graphisme, l'agrégation, peut-être aussi les tâches, répétitives, expertise comptable, au-delà de ça. Et bien toutes ces entreprises, je pense devraient faire des diagnostics, des audits de leurs fonctions, et voir là où il existe des solutions qu'elles ne connaissent pas aujourd'hui. Et c'est là, elles vont voir qu'il y a des besoins. Elles vont Mmh. comprendre qu'il y a des besoins qu'elles ne détectent pas aujourd'hui. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, si je reformule, quand on se pose la question, c'est trop tard. Il faut se poser la question en amont, c'est-à-dire pour l'instant, tout va bien, mais on va quand même essayer de savoir de quoi qu'est-ce que l'IA pourrait nous apporter qu'on ne connaît pas encore? En tout cas, des solutions qui existent déjà, qui sont utilisées par nos concurrents, sans qu'on le sache, Mmh. pour se dire: «Bah, et j'anticipe le plus possible l'utilisation de ces technologies». Ouais, il faut avoir un coup d'avance, parce qu'avoir un coup d'avance aujourd'hui dans notre ère, avoir un coup d'avance, c'est être à l'heure, quoi. Absolument convaincu et sûr de ça. Si on a un coup d'avance aujourd'hui, dans la nouvelle ère aujourd'hui, si on a un coup d'avance, c'est qu'on est juste à l'heure. Et si on est juste à l'heure, c'est qu'on est déjà à bord. Donc je pense qu'il faut 2 coups d'avance vraiment, ça va beaucoup trop vite, pour qu'on puisse, nous, se laisser emmener, sur l'évolution. D'accord. Et donc, dans ton autre activité, parce que je connaissais la boulangerie, mais je ne savais pas que tu faisais, du conseil et cetera. Comment tu accompagnes tes clients pour, justement, passer, les 2 coups d'avance? 2 coups d'avance. Nous, dans notre activité, l'organisme s'appelle KPA. C'est les conseils, accompagnants professionnels et audits. Et donc, on est spécialisé, sur la fonction RH, et stratégique.
Et donc en fait, on fait de la formation, on fait du conseil et ce qu'on appelle la PCRH, c'est-à-dire de l'appui conseil, c'est de l'accompagnement. Et dans la fonction d'accompagnement, on a une méthode 360 qui permet de reprendre la fonction de direction générale, de l'emmener sur la fonction RH et avec un audit 360. Et en fait, à ce jour, aucun de nos mandats ne spécifiait, ne parlait de fonction, enfin d'IA. À aucun moment dans nos briefs, on nous demande de parler d'IA ou d'étudier, et cetera. Par contre, à chaque fois qu'on fait, le 360 et qu'on ressort des pistes de réflexion, l'IA revient à chaque fois, D'accord. thématiquement et ça, c'est nouveau et ça va très, très, très vite. D'accord. Voilà. OK. Alors parlons, merci pour tout ça et parlons maintenant du bitcoin parce que tu avais fait, un événement ici dans cette boulangerie où on pouvait acheter son pain ou sa pizza, en bitcoin. Alors pourquoi faire, pourquoi proposer la possibilité d'acheter avec des bitcoins du pain? Alors ça, c'est mon côté un peu geek, IA, bitcoin, déjà j'aime ça, donc ça facilite les choses. Le bitcoin, alors aujourd'hui où on se parle, il y a pas d'enjeu, financier vraiment, on a très peu de transactions. Par contre, il y a une communauté de bitcoiners qui est assez importante à Annecy, des celle de la frontière qui est à côté, les devises, le franc suisse, l'euro, donc il y a le bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si on a 100 €, un billet de 100 € sous son matelas, à la fin de l'année, ça vaudra 96 €, 95, Mmh. 94. Si on les a sur son livret A, ça en vaudra 97, 90. Donc c'est l'inflation et qu'il y a le petit les 2 d'intérêt du livret A. Et voilà, c'est ça et l'inflation affichée qui en fait tient pas compte de l'énergie, enfin qui tient pas compte de l'essence, enfin donc quand on dit 3 d'inflation, on est déjà sur 5 et le bitcoin, beaucoup, lui, se développe. Le bitcoin, c'est une monnaie alternative. Je suis pas un expert, enfin les experts pourront en parler. C'est pas on n'est pas sur de la spéculation, on est vraiment sur une monnaie qui est en train de rentrer, qui a, à mon sens, une vertu sociale. Parce que, alors ça, c'est mon background international, mais dans les pays d'Afrique qui ont un système bancaire défaillant, beaucoup de pays d'Afrique, hein, eh bien, le bitcoin, c'est dans leur refuge qui est stable puisqu'elle est déconnectée des gouvernements. Elle est déconnectée des banques centrales, un peu un bitcoin Elle peut fluctuer par rapport à l'euro ou par rapport au dollar, mais en tant que telle, elle reste stable elle est stable, et reconnue par fait. reconnue et elle se développe. Elle a des hauts et des bas, c'est spectaculaire, elle prend 30. Il y a beaucoup de volatilité. Beaucoup de volatilité, mais la volatilité, elle doit toujours être corrélée avec le temps. Sur, une semaine, sur un mois, c'est très volatile. Mais sur 10 ans, c'est pas du tout volatile. Sur 10 ans, c'est une valeur refuge, très puissante, beaucoup plus puissante que de l'or, par exemple. Donc, je crois dans l'avenir du bitcoin. Et c'était plus pour faire un coup de pouce à la communauté, pour faire un peu une animation, enfin. C'était alors, il y a plusieurs choses. Pourquoi maintenant, donner un petit coup de pouce à la communauté? Aussi, eh bien, et je sais pas, chez les auditeurs, qui sait, le nom du premier homme qui a marché sur la lune? Je laisse une seconde pour, réfléchir. On pense tous à Armstrong et puis combien donc là, on va dire 9 sur 10, et 10 sur 10 répondent et combien, savent le nom du deuxième homme qui a marché sur la lune? Ah ouais. Aldrin. Ça, pour le coup, on en perd beaucoup et donc voilà, on voulait être dans les premiers parce que je pense que être le 1er, c'est toujours, en termes d'image, c'est toujours, on se souvient de nous et nous, on est la deuxième entreprise, de Haute-Savoie à accepter Bitcoin. Voilà, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc c'est très simple à mettre en place, et il y a des sociétés donc comme Bitcoin Meetup, qui nous aident là-dessus. Ils viennent, ils nous montrent le logiciel, c'est gratuit. Il y a pas trop de frais, Non, beaucoup, alors il y a un petit prestage, je crois, c'est 100 ou 200 € de ouais, pour les clients, là, ils payent, il y a les non, enfin, les clients qui payent, ils connaissent. Ceux qui payent en bitcoin savent et en fait, il y a ceux qui sont pas des vrais bitcoiners et qui vont acheter du bitcoin, qui vont le garder parce qu'ils vont miser sur l'avenir et puis il y a les vrais bitcoiners, mais au sens, philosophique du terme presque, hein, de vie, qui se disent: «C'est la monnaie de l'avenir, donc en fait, je paye déjà en bitcoin et j'achète des bitcoins, c'est vraiment en bitcoin, c'est pas une autre crypto, c'est Bitcoin. Il y a le Bitcoin et puis il y a les altcoins. Il y a le Bitcoin et puis il y a les autres cryptos qui sont des cryptos basés sur des projets qui peut pour le coup, elles, d'accord, donc on peut vraiment faire une transaction à 10 € ou 15 €, c'est les oui, frais de transaction ne seront pas trop élevés sur sont, je crois que c'est, non, c'est très minime, c'est 0, c'est minime, mais vraiment c'est minime, d'accord, voilà. donc très bien. Et alors, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire, toi, ton usage de l'IA, enfin en tant qu'entrepreneur, quels sont les outils que tu utilises? Alors, en tant qu'entrepreneur, j'ai alors beaucoup Sam Altman, que j'aime bien, qui est intéressant, semblait dire que, les personnes les plus âgées prennent, l'IA
pour remplacer Google. Ah oui, c'est vrai. Voilà, remplace Google. Donc j'ai commencé par ça, remplace Google. Au lieu de dire: «OK Google», bon, bah, je demande à ChatGPT. Les plus jeunes, 20-30 ans, vont utiliser l'IA comme un partenaire de vie, un assistant de vie. C'est ça. Ils vont me poser demander: «Que tu en penses quoi si je fais ça?» et cetera. Donc je pense que moi j'ai 48 ans, mais je suis plus dans les 20-30 ans. Voilà, ça me rajeunit un petit peu. Je me sers de l'IA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne prends pas de décision sans demander l'avis à ChatGPT. D'accord. Les réponses sont pertinentes. Elles peuvent être orientées évidemment parce que, ChatGPT me connaît, mais ceux qui disent ça sont ceux qui connaissent pas les agents et donc on peut créer un agent, qui est notre «conseil de vie» entre guillemets et qui est pas là pour aller dans l'autre sens, qui est là pour être un sparring partner, pour être celui qui nous remet en question, qui nous fait douter et qui nous questionne nos questions. Ça te challenge quand même. Ouais, Cherche le challenge. ça me challenge, ouais, ça me challenge, effectivement. Ça me challenge, ça m'évite des erreurs, ça me permet d'être un petit peu meilleur. Mais l'utilisation de l'IA, à mon sens, et dans le cadre de l'organisme de formation, je ne sais pas plus, c'est je sais pas si c'est pas, hein, mais dans le cadre de notre organisme de formation, on donne des conférences sur l'IA parce que je vois un gros danger sur l'arrivée de l'IA en termes de la scolarité de nos enfants Oui. et de la parentalité dans le cadre de la scolarité. C'est-à-dire que l'IA arrive dans les cartables de nos enfants. 2025 sera la première année pleine où les enfants iront à l'école en septembre avec l'IA en poche. En 2024, ce n'était pas encore le cas. C'est arrivé pendant l'année. Et donc, ça veut dire que les groupes WhatsApp ou Insta, où ils se disent ouais, comment on fait cet exercice de maths, la première réponse, c'est demande à ChatGPT. Et donc, en tant que parent, on est un peu démunis par rapport à ça. Oui. On ne sait pas comment gérer ça parce qu'on ne connaît pas l'IA Ouais. nous-mêmes. Et donc, on ne peut pas interdire un outil à nos enfants qu'ils utiliseront toute leur vie. C'est comme si nous, on avait interdit les portables à l'époque. C'est complètement incohérent. Donc, il n'y a pas le choix. C'est une marche forcée en avant. On doit accompagner nos enfants dans l'aventure de l'IA et plutôt leur apprendre à garder le goût de l'effort et à garder le sens critique. C'est vraiment pour moi les deux valeurs clés à leur transmettre. Garder le goût de l'effort et apprendre le sens du critique. Voilà, et il faudrait que tu regardes, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Solène et elle a une entreprise qui s'appelle Soft Kids. Ouais. Et en fait, elle développe les soft skills pour les enfants à l'ère de l'IA et c'est vraiment super intéressant. Elle a d'ailleurs un podcast, on a prévu de faire une vidéo ensemble prochainement, des fois. Et je pense que ça peut t'intéresser parce que euh, le message derrière, c'est en fait, à l'ère de l'IA, l'éducation doit changer. Ce qui avant était beaucoup sur le par cœur, apprendre, savoir-faire, et cetera. Maintenant, ça va plus sur, heu, l'interface avec les humains, toutes les soft skills qui est l'empathie, c'est l'écoute, c'est la capacité de faire des choix aussi et tout ça, en fait, ça s'apprend et jusqu'à présent, on ne l'apprenait pas parce qu'on focalisait sur des connaissances Aujourd'hui, dans Géo, voilà. Théorème de Peut Calès. et cet apprentissage-là, heu, même si moi je pense que c'est une bonne idée de continuer à apprendre par cœur, ça permet de développer capacité de mémoire, y compris court terme et moyen terme, mais pas autant qu'avant, puisqu'on a plus besoin de savoir, en fait, des choses qui sont accessibles très Voici facilement. l'encyclopédie universelle Voilà. à portée de main Et en donc toute fonction. et donc il faut revoir, quelles sont les compétences clés qu'on veut développer à l'école et en fait, il n'y a pas tellement de travail qui est fait là-dessus aujourd'hui. C'est dommage parce que ça va être comme une grosse claque. C'est-à-dire quand l'IA va être vraiment omniprésente, il va y avoir un grand chamboulement dans le marché du travail et les jeunes qui seront accéder au travail, vont être, s'ils ne sont pas préparés, vont avoir du mal. Ça va être compliqué et quand on parle de la génération sacrifiée du covid, où ils sont sortis de chez eux après 2 ans pour trouver un travail et qui ne savaient plus du tout où ils étaient et la génération, des boomers et X, on s'en plaint, dit: «Compliqué, en travail» et cetera et on se dit: «Bon, bah, heureusement maintenant, ça passe» et puis on revient sur les générations. Je pense qu'en fait, c'était une génération d'éclaireurs et je pense qu'on a maintenant la suite qui arrive, la génération des jeunes qui grandissent avec l'IA et on va pas savoir communiquer. L'intergénérationnalité va être compliquée. Faisons apprendre en tout cas. Il va falloir qu'eux, ils apprennent et qu'on apprenne nous aussi, ouais. OK, merci beaucoup. Merci. Alors, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que juste après, donc là, on a parlé d'IA, maintenant je vais vous montrer les coulisses de la boulangerie. Ce sera à la fin pour ceux qui sont uniquement intéressés par l'IA, bah, vous pouvez aller sur la vidéo. Ceux qui veulent voir ce qui se passe dans la boulangerie, expliquer tout le concept et aussi, les engagements, sociétaux de Christophe, bah, vous restez
qui vont regarder à la fin. Si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, c'est le moment maintenant parce que c'est vraiment important si vous voulez que la chaîne se développe et si vous voulez que YouTube vous propose les prochaines. Si vous n'êtes pas abonné, vraiment, vous êtes incorrigible, c'est maintenant qu'il faut vous abonner. C'est tellement dommage que vous regardez cette vidéo jusqu'ici et que vous ne soyez pas encore abonné parce que les prochaines seront aussi très bien, encore meilleures que celle-là. Et donc, je vous laisse maintenant, on va faire la petite visite de la boulangerie avec Christophe. Et moi, je ne vais pas résister. J'ai vu un certain nombre de produits là que je vais évidemment goûter et aussi le magnifique café Specialty Coffee. Specialty Coffee, qui est le label le plus restrictif. La filière la plus drastique au monde sur l'engagement sociétal de production de café. Voilà, il y a des gens qui viennent de très loin pour prendre le café ici. Non, ils viennent de Los Angeles, voilà même. Mais ils passent plusieurs boulangeries pour venir chez nous, ce qui est chez nous dans notre métier un signe important. Oui, parce qu'il y a une question de zone de chalandise, c'est ça. Voilà. Ok, merci. Allez, à tout de suite dans la visite de la boulangerie. Là, on a le bureau de pilotage opérationnel. D'accord. Bonjour, Fenzo, qui c'est Les tatars, c'est donc on a la vue sur la boulangerie et sur les rayons. D'accord. C'est très pratique. Et donc c'est là qu'il y a l'IA aussi. C'est là, oui, c'est sur l'ordinateur. Enfin, c'est une application. Donc, Une application en ligne, ouais. ouais, sur le mien aussi. D'accord. Voilà, c'est là où c'est vraiment là où on pilote de façon, on va dire, stratégique et opérationnelle la boulangerie. Et après, c'est là où on pilote la boulangerie sur le plan de l'encadrement. Voilà. Mais en fait, il y a 3 pôles dans la boulangerie. Il y a le pôle vin, le pôle boulangerie et le pôle prépa. Voilà. Donc le Rolls rouge, on a reçu une grosse livraison ce matin, donc on n'a pas encore que la qui est finie. Donc on a une boulangerie Slack. On a une boulangerie artisanale, donc on a des grosses machines, des gros fours avec gros pétrins, mais on est artisanal. Est-ce que tu peux expliquer en fait en quoi qu'est-ce que ça change artisanal en fait? Alors boulangerie, en fait, il y a plusieurs types de classification, de nomenclature. C'est régulé, d'accord, par les conventions. Donc nous, on a le code NAF 1071C. On est une boulangerie artisanale, ça veut dire qu'on fabrique sur place, mais selon une méthode artisanale. On a notre propre levain liquide. On fabrique avec autolyse, c'est-à-dire qu'une baguette, c'est entre 12 et 15 heures de travail. Ah oui. Voilà, il y a deux temps de pouce, il y a 2 pétrins. Voilà, je pourrais te montrer tout à l'heure, on appelle ça une autolyse en fait. Voilà. On est capable de lancer 400 baguettes en 2h30, 3h. Ce qu'on appelle une directe. Au coup, on n'est plus dans l'artisanat. Ah oui, d'accord. Mais en parallèle de l'artisanat. Quand on est pris dans la gorge, quand on a raté un pétrin, quand il y a eu une surcharge d'activité, on est capable de faire ça. Mais ce n'est pas notre concept. Le concept, c'est vraiment l'artisanat. Voilà. Après, tu as d'autres classifications. Tu as la boulangerie industrielle. Donc, boulangerie industrielle, on compare souvent à Blachère. La Blachère, c'est industriel. Crolibel Facture, il n'y a pas de problème. Mais ils n'appartiennent pas à la même convention de boulangerie. Ils n'ont pas le même processus de fabrication. D'accord. Voilà. Et ensuite, ce qui se répand de plus en plus, malheureusement, aujourd'hui, ce sont les dépôts de pain. Donc, ce sont des boulangeries qui marquent plus boulangerie. On voit sur l'enseigne. Il n'y a plus boulangerie marquée sur l'enseigne. C'est maison machin, voilà. Et donc, en fait, ils fabriquent dans une usine, on appelle ça un atelier, c'est plus joli à dire. Ils congèlent les pâtons et ils cuisent sur place. D'accord. Et enfin, et la dernière mode avec l'énergie qui a explosé, eh bien, ils ont fermé les fours dans les points de vente. Donc, les terminaux de cuisson ne sont plus les terminaux de cuisson, ça vient des dépôts de pain, un peu comme dans les petites supérettes. D'accord. Et donc, ils fabriquent et ils cuisent dans leurs usines et ils livrent. Et ça coûte beaucoup moins cher parce qu'on économise à la fois les boulangers, puisqu'ils fabriquent plus sur place, on économise les fours. Vous mutualisez en fait en ayant plus de volume dans la fabrication de l'usine. Parce que le temps en fait de préparation, mais surtout de nettoyage, d'entretien est très long. Sur une boulangerie, nous, ça va être peut-être 20 ou 30% du temps. Donc quand vous avez une usine qui fabrique pour 10 boulangeries, le temps de nettoyage, c'est même... D'accord. On utilise les outils plus longtemps. Ah oui, je Donc comprends. il y a des gros effets d'amorti sur la masse salariale et puis sur les investissements. Et il y a moins de machines, moins d'outils. Et puis sur l'énergie. L'énergie, c'est vraiment devenu... pour donner un ordre d'idée, quand on a ouvert il y a 4 ans, on payait 2500 € d'électricité par mois et on est monté à 9500 €. Ah oui. Au bout de 3 mois, enfin au bout de 6 mois, on était à 9500. Ah oui. Encore C'est rebaissé un peu, non? on est à 5000 mecs. On fabrique tous les matins, on fabrique mes desserts, nos salades,
nos sandwichs, à partir de mes propres pains. Ça fait envie, en tout cas. Ah, et puis sandwich, je confirme, petit coup de cœur pour la fougasse. Mais là, chèvre, saumon chèvre, version végétarienne aussi. Chef Benoît, panier, tomate mozza. Franchement, c'est pas même le jambon beurre, il est bon. Les pizzas aussi, on fait tout ça avec la pâte de boulanger, donc la vraie pâte faite dans les règles de l'art. Ouais. Avec des petits qui sont vraiment très compétitifs, puisque c'est pas notre produit principal, du coup ça permet d'avoir des tarifs très abordants. Donc des baguettes, donc c'est la baguette artisanale française au levain. Donc au levain, ça veut dire qu'on va avoir une croûte de croustille, on va avoir une mie très alvéolée, très légère. La baguette va tenir un petit peu plus longtemps. Elle a un arôme qui se dégage aussi, on ne retrouve pas forcément ailleurs. C'est un arôme très particulier. Alors, on n'aime pas. En général, les gens aiment beaucoup ça. Ok. Et c'est plus digeste. Voilà, on fait du pain des noix. Ça, c'est notre produit iconique, le pavé ange, avec une farine d'orge maltée, torréfiée. Il y a des gens qui passent 6-7 boulangeries pour nous acheter. Quand on parle de PFH, le Total Factory Humain, eh bien, tous les jours dans la boulangerie, on se réinvente. Tous les jours, on doit reproduire ce qu'on a fait la veille et de la même façon. Strictement de la même façon. C'est ça la difficulté. Donc, sur le papier, ça marche bien. Et puis ensuite, à PFH et à l'aléa. Non, par exemple, ce matin, le boulanger n'a pas mis suffisamment de vapeur dans le four. Et du coup, le pain est un petit peu mat. Il est un petit peu terne. Ce sera bon, mais il est terne. On peut voir les baguettes. Les baguettes sont un peu plus brillantes. D'accord. Ça, c'est juste qu'il a manqué un peu de vapeur. Là, je pense que c'était sur la même cuisson. Ça manquait de vapeur aussi. D'accord. Ça change pas le goût, mais plutôt l'aspect, c'est ça? Oh, c'est surtout l'aspect, voilà. Vous le verrez pas, mais nous, on le voit. C'est tout, ouais, ok, je comprends. Bon, pas d'être constamment dessus. Non, mais c'est bon. Alors. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le barista. On est première boulangerie de Rhône-Alpes. Sur le barista, on fait 250 cafés par jour à peu près. D'accord. Parce qu'en général, dans les boulangeries, il n'y a pas de café, en fait. Si, mais on a du bon café. On a vraiment du bon café. Un vrai café avec... Là, c'est du café, en fait, specialty coffee. Donc, je sais pas si... Allez, bonne journée, bon courage. C'est specialty coffee, donc c'est c'est une filière engagée, c'est la filière la plus drastique au monde. Donc, d'un point de vue sociétal, social, environnemental, et puis préservation de l'environnement, d'écosystème. Donc, voilà, donc ça permet d'avoir des cafés avec des arômes qui se dégagent. On a un corset, un velouté, on peut avoir plus, mais c'est le qu'on a, et ça fait beaucoup. Les gens viennent chez nous pour le café. Ok, on va goûter ça alors. Voilà, donc le pain sort de là, il est frais, on le met là. La particularité en fait de notre métier, c'est que tous les soirs, tout ce qu'on fabrique n'est plus en lab. Donc en fait, jusqu'à 19h55, il faut que les rayons soient quand même généreux pour que les gens qui sortent du travail ou qui rentrent chez eux ou qui ont chez les amis aient envie de venir chez nous en se disant, je sens vrai de quoi me satisfaire chez Ange. Ouais. Mais à 20h, on ferme et tout part. D'accord. Donc, à 20h, quand on ferme, on a un accord, nous, avec les Restos du Cœur, Banque Alimentaire et Dons du Sang et la Maraude. Donc, Restos du Cœur, Banque Alimentaire, un jour sur 2 fois dans la semaine. D'accord. Maraude et Dons du Sang le week-end. Ok, c'est bien. Voilà. Donc, d'un point de vue social, c'est pas mal. Oui. D'un point de vue environnemental, on est sur du circulaire, c'est bien. Oui. D'un point de vue comptable, c'est pas terrible. Donc, il faut faire attention. C'est pas terrible. Ouais, On peut déraper très très vite puisqu'on est sur un effet ciseau dans la boulangerie. Pourquoi? Parce que imaginez un magasin de vêtements, Célio par exemple, un magasin de vêtements, peu importe la marque, eh bien le soir à 20h, ils ferment la boutique, ils n'ont pas vendu, ils renforcent les rayons, ils ferment la boutique et le matin quand ils arrivent, ils repartent à zéro. Et donc s'ils ont fait 20% de chiffre en moins, eh bien c'est 20% de manque à gagner. D'accord. Qui peut éventuellement rattraper le lendemain ou pas. Chez nous, sur 20% en moins, on a 20% de manque à gagner, le chiffre d'affaires qu'on ne fera pas, mais on a 20% de perte aussi. C'est-à-dire que les 20% qu'on n'a pas vendus, eh bien, on les a produits. Et on ne pourra pas les vendre le lendemain. Ils sont perdus. C'est perdu. Vous pouvez pas les vendre avec un prix cassé. Alors, on fait des to be to go.
Ça, c'est pour le marketing. Tout le monde nous demande. Et si on fait le Too Good To Go, on dit c'est bien, vous êtes engagé. C'est du marketing, on va pas se mentir. La vraie le vrai engagement, c'est d'offrir au Resto du Cœur, à la banque alimentaire. On a, alors il y a les avantages fiscaux. Pour donner un ordre d'idée, on a, je crois que le plafond est à 20 000 euros par an en coût de revient. En coût de revient, 20 000 euros de dons par an. Donc jusqu'à 20 000 euros, on a des avantages fiscaux. Et nous, on est à peu près à 37-38 000 euros par an. Donc c'est un vrai engagement. D'accord, ouais, 17 000 euros qui les passent, les mettre en Too Good, on le fait pas. On a des Too Good To Go, mais on reste quand même vachement proche de nous. Ouais, c'est bien, hein. Moi, je suis président d'une association qui fait de la distribution alimentaire dans mon village Ah d'accord, ok. on utilise ce genre de solutions, hein. Enfin, Ok, par la banque alimentaire alors. non, nous, on passe par les commerçants locaux, en fait. Ok. Bah voilà, donc du coup, on essaie de faire ça. Bah, il empêche que comptablement, on se fait rattraper par la patrouille, par la brigade, Ouais. ça. Et donc, on doit faire attention. Et c'est pour ça on a cherché les solutions avec Ange et qu'on a opté pour un logiciel à base d'IA Oui. qui nous permet de tenir en compte de paramètres qu'on n'a pas tant en nous à l'esprit. Voilà. Donc en fait, c'est un couplage d'intelligence artificielle au sens intelligence ou français, au sens français de l'intelligence, et d'intelligence humaine aussi. Parce que le risque, c'est de déposséder le SRSU et toute notre équipe de leur savoir-faire, de le transférer intégralement sur l'IA et de se retrouver avec des exécutants. Ça, c'est un risque qu'on a vécu, qu'on a suivi et qu'on a rattrapé. Oui. Donc, il faut bien faire attention à tout ça. C'est la farinière. Donc, ce sont nos farines Ange. Ce sont des farines CRC, donc issues de la culture raisonnée contrôlée. Pour faire court et simple, c'est comme le bio. À quelque chose passé comme le bio, sauf que le bio, on peut l'acheter en Chine ou au Brésil. Alors que CRC, on est obligé d'acheter nos farines à moins de 250 km en France. Donc nous, c'est à Mâcon. Voilà. Et ça change tout. Une farine CRC à travailler pour des boulangers professionnels, ils savent faire la différence. C'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout la même qualité en termes de sensation, en termes de corps, de plaisir au travail. Donc ça, c'est notre pétrin. Et donc en fait, quand on fabrique du pain, soit on fait en direct quand on est pris à la gorge, mais ça, on est plus sur l'artisanat, c'est-à-dire eau, farine, levain et on lance. Et 3 heures plus tard, on a 400 baguettes. Ouais. Soit on le fait selon les méthodes Ange, qui est artisanale, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'eau et de la farine. Donc de l'eau et de la farine, là-dedans, on est à 350 litres, non 75, on est à 150 litres. 75 kg de farine, 75 kg litres d'eau. On pétrit. Une fois que c'est pétri, on met en pointage. Donc ici, et par exemple là-bas, on peut voir sur l'échelle, en pointage. On va laisser pointer un certain temps court, peut-être une vingtaine de minutes. Et ensuite, on remet dans le pétrin. Tous les bacs qu'on voit là, on les remet dans le pétrin. On met notre levain liquide dedans et on repétrit. Donc le premier, c'est l'autolyse. Donc là, on repétrit. Et ensuite, une fois que c'est repétri, on remet en pointage. D'accord. Ensuite, on va façonner. Donc là, c'est la balancelle. Donc on façonne les baguettes. Et pour ceux qui ne savent pas, Ça part d'une boule, en fait, ça? alors ça part pas d'une boule, on transforme en boule. Ça part de ça. D'accord. Ça part de ça. Et on va, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, d'où vient le terme boulangerie. Boulanger, un boulanger, qu'est-ce qu'il fait? Il Fait les boules. boule. Voilà, il boule, c'est ça, c'est un boulanger, il boule. Donc on fait des boules. À la base, c'est ça. La baguette, on la boule, on la façonne en long. Et comme on fait beaucoup de baguettes par jour, on fait environ 1000 baguettes par jour, eh bien, on les façonne à la façonneuse. C'est plus rapide. D'accord. Donc on met la pâte, on met le pâton. Très agréable à faire. Franchement, le métier de boulanger, c'est un métier de force. Par rapport à la pâtisserie qui est un métier de finesse, le métier de boulanger, c'est un métier de force, vraiment. Par contre, quand on est sur le façonnage, franchement, c'est vraiment différence à vivre. D'ailleurs, on fait des ateliers baguettes pour les enfants TDAH, hyperactifs. Et on les voit dès qu'on les met sur le pâton et qu'on commence à bouler le pâton. 100% de la concentration. Ah oui, le piqué. Voilà. Bon.